Je comprends tout à fait qu'on veuille pas mettre Éric Dupond-Moretti dans la merde. Mais la relaxe, c'est aller trop loin. Ce délit de prise illégale d'intérêt, en fait, il est pas là pour rien. Il est pas là pour faire chier, il est là pour des raisons. Cette décision, c'est un crachat à la gueule de tous. Bonjour à tous, longue vidéo d'actualité. On va parler du procès d'Éric Dupond-Moretti. Je vais vous présenter un petit peu tout ce qui s'est passé et l'absurdité de la situation. Éric Dupond-Moretti, il était poursuivi pour prise illégale d'intérêt devant la Cour de justice de la République. Dans un premier temps, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que la prise illégale d'intérêt. Ensuite, on verra pourquoi est-ce qu'une prise illégale d'intérêt était reprochée à Moretti. Qu'est-ce qu'il a fait? On va s'attarder un petit peu sur les arguments de la défense. Et enfin, on finira par la décision de la Cour de justice de la République. Décision absurde de la CJR. Il n'y a pas d'autre mot. Avant de passer à la suite, je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner, à la partager, etc., etc. Alors la prise illégale d'intérêt, pour faire très simple, c'est un délit de partialité. Bon, vous, moi, à peu près tout le monde, si on n'est pas impartial dans la vie, tout le monde s'en fout. Ça fera de vous un mauvais manager, votre boss vous virera, vos employés vous quitteront. Mais en dehors de ça, on s'en fout, la société ne vous en tiendra pas rigueur, ça vous attirera pas d'ennui. Mais pour toute une série de personnes, on ne s'en fiche pas. On s'en fiche pas au point que être partial peut engager leur responsabilité pénale. Éric Dupond-Moretti fait partie de ces personnes pour lesquelles on ne s'en fiche pas quand il est partial, ou même quand il se met dans une position où il risque d'être partial, rien que là, sa responsabilité pénale peut être engagée. Bon, c'est exactement ce qui lui est reproché, c'est ce qu'on appelle une prise illégale d'intérêt. La prise illégale d'intérêt est incriminée par le 432-12 du code pénal. Donc c'est une infraction qui réprime le fait pour un agent public de prendre un acte ou une décision dans une opération dont il a la charge de la surveillance, alors qu'il a un intérêt dans cette opération. Autrement dit, c'est le fait pour un agent public d'avoir dans une opération à la fois la qualité de surveillant et de surveillé, de juge et de partie. Par exemple, imaginons un président de conseil départemental qui doit faire un choix parmi des entreprises pour accorder des subventions. Il prend sa décision et parmi les entreprises qui se battent pour avoir la subvention, il y a l'entreprise de son fils ou une entreprise dans laquelle il détient des parts. Bon, et ben là, il a un intérêt dans l'opération et donc il doit pas prendre de décision là-dedans. Il doit se déporter, sinon il commet une prise illégale d'intérêt. Et peu importe s'il est impartial au final, s'il fait vraiment la différence, s'il arrive à faire la part des choses, on s'en fiche. Il peut être l'homme le plus droit du monde, juste il ne doit pas prendre de décision dans cette opération. Même s'il n'a pas donné la subvention à l'entreprise de son fils, pour reprendre l'exemple du conseil départemental. Et s'il a donné l'entreprise de son fils, on s'en fiche que c'était effectivement l'entreprise la plus méritante qui remplissait le mieux les critères. Il ne doit pas prendre de décision dans cette opération parce que c'est une opération qui mêle son intérêt personnel. On parle d'un intérêt de nature à compromettre son impartialité. Il ne doit pas prendre de décision dans cette affaire. J'insiste bien là-dessus parce que vous verrez, c'est un point que la défense et Éric Dupond-Moretti n'ont pas l'air d'avoir bien compris. Ils se sont beaucoup défendus là-dessus. Ils n'ont pas compris qu'on s'en fichait que Éric Dupond-Moretti soit un homme droit et qu'il ait fait la part de choses, etc. Bien évidemment, l'intérêt dans l'opération, il peut être positif comme négatif. C'est-à-dire que, reprenons l'exemple du conseil départemental, parmi toutes les entreprises en concurrence pour la subvention, il n'y a pas l'entreprise de son fils. Par contre, il y a l'entreprise rivale de son fils, ou l'entreprise rivale de celle dans laquelle il détient des parts. Bon, et bien là, pareil. Ça, c'est un intérêt de nature à compromettre l'impartialité. Il ne doit pas se prononcer là-dessus. Il doit se déporter, tout simplement. Donc, c'est important de bien distinguer. La prise illégale d'intérêt ne punit pas une décision qui serait impartiale. Elle punit avant ça, en amont. Elle punit celui qui prend une décision alors qu'il risque d'être impartial, alors qu'il a un intérêt de nature à compromettre son impartialité. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que la vérité c'est que on ne saura jamais si le décideur, en son fort intérieur, il a su faire la part des choses. Même si les critères, bon, on reprend l'exemple du conseil départemental et de l'entreprise, même si les critères de sélection, ils sont posés à l'avance, ils sont hyper précis, ils sont objectifs, et qu'on oblige le président du conseil départemental à motiver sa décision en fonction des critères posés, eh bien il restera toujours une part d'incertitude, une part de discrétion, d'absolutisme dans le choix du décideur.
dire. Et c'est parce qu'il y aura toujours cette incertitude-là qu'on prend pas le risque. On dit en amont, c'est interdit. Voilà, on veut pas savoir que t'aies bien suivi les critères, que tu sois un ange, un mec impartial, que c'est la première qualité dans ta vie. On s'en fiche. En amont, juste tu dois te déporter. Tu prends pas cette décision. Et c'est puni par des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende, dans le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Et en plus de ça, des peines complémentaires, d'inéligibilité, etc. Donc on ne peut pas être juge et partie quand on est un agent public. Point. Et Éric Dupond-Moretti, il n'était pas de cet avis. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé poursuivi devant la Cour de justice de la République. Donc Éric Dupond-Moretti, il est ministre de la Justice, garde des Sceaux, depuis le 6 juillet 2020, ce qui signifie qu'il est depuis lors un agent public, en tant que personne dépositaire de l'autorité publique. Donc il rentre dans le champ d'application du 432-12 du Code pénal. Il fait partie des personnes susceptibles de se rendre auteur d'une prise illégale d'intérêt. En tant que ministre de la Justice, il a la charge du bon fonctionnement de celle-ci en France. Et au titre de cette mission, il dispose d'un certain nombre de prérogatives de surveillance, de contrôle à l'encontre des magistrats. Et parmi ses attributions, notamment, il peut lancer des enquêtes administratives sur les magistrats à des fins de sanctions disciplinaires devant le Conseil supérieur de la magistrature. Mais avant d'être garde des Sceaux, il était aussi avocat. Avocat, et ses magistrats, il en a rencontré un bon nombre dans sa carrière d'avocat. Et il a été opposé à eux dans un bon nombre d'affaires. Soit qu'il représentait l'une des parties, soit qu'il était lui-même parti dans une procédure judiciaire. Et donc en devenant garde des Sceaux, il a acquis un certain pouvoir à l'encontre de gens auxquels il a été opposé toute sa carrière. Et parfois de manière assez virulente. Et là, normalement, vous commencez à faire le lien avec la prise illégale d'intérêt qu'on a évoquée juste avant. Là, va y avoir potentiellement des intérêts de nature à compromettre l'impartialité d'Éric Dupond-Moretti. Donc, il est reproché plusieurs prises illégales d'intérêt à notre garde des Sceaux. Dans un premier volet, il lui est reproché d'avoir lancé une enquête administrative à l'encontre du juge Levrault. Levrault, qui est un juge d'instruction détaché à Monaco, et celui-ci avait tenu des propos déplacés sur une émission de télévision publique. Donc là, avec cette enquête administrative, on a notre opération dont il a la charge d'assurer la surveillance. Première étape, on a ça. Bon, mais jusque-là, quand même, pas de souci. Ça pose un souci si Éric Dupond-Moretti a, dans cette opération, un intérêt de nature à compromettre son impartialité. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Tout d'abord, Éric Dupond-Moretti s'était indigné dans la presse contre le juge Levrault pour ses propos dans l'émission. Déjà à ce stade, de par l'indignation, certains verront un intérêt de nature à compromettre l'impartialité d'Éric Dupond-Moretti. D'autant que les propos du juge Levrault, qui avait fait naître la colère d'EDM, on va dire EDM pour Éric Dupond-Moretti, ça ira plus vite, visait le milliardaire Riblovlev, dont la fille avait pour avocat dans un contentieux concernant de société Éric Dupond-Moretti. Donc il y a un lien entre le milliardaire critiqué par Levrault et Éric Dupond-Moretti. On peut entendre, il y a un intérêt personnel à ce stade-là déjà. Mais acceptons les arguments allant dans le sens de DM, à savoir que le lien est quand même très indirect. Être l'avocat d'une société, de la fille de celui qui a été critiqué par Levrault, on peut difficilement voir là un intérêt de nature à compromettre l'impartialité. D'autant que les propos du juge Levrault, ils ont été tenus sur une émission publique, donc on peut dire qu'ils font partie du débat public. Ils sont pas forcément la marque d'un intérêt personnel. Et c'est vrai que pris dans ce sens, c'est assez vrai. Mais ça ne s'arrête pas là. Les prises de position d'Éric Dupond-Moretti vont plus loin. Et là, il devient un petit peu plus dur de le défendre. En plus de s'être indigné publiquement, il a annoncé le dépôt d'une plainte, une saisine du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et là, on peut difficilement contester l'existence d'un intérêt personnel d'EDM dans cette affaire. C'est accablant, d'autant qu'Éric Dupond-Moretti aurait été l'avocat d'un commissaire de police qui s'était aussi offusqué de propos du juge Levrault et qui avait également porté plainte en plus de saisir la ministre de la Justice de l'époque, Nicole Belloubet. Bon, là en revanche, c'est un peu plus flou. On peut se demander si Éric Dupond-Moretti était l'avocat de ce commissaire de police précisément dans cette affaire-là, si c'est sous les conseils d'Éric Dupond-Moretti
Dupond-Moretti que le commissaire a saisi Nicole Belloubet. Bon, allez, on va passer sur ça. On n'en a pas besoin. Le fait qu'Éric Dupond-Moretti ait déposé plainte, annoncé le dépôt d'une plainte, saisi le CSA ou annoncé une saisine du CSA, c'est la marque d'un intérêt personnel, d'un intérêt de nature à compromettre son impartialité. On n'est plus dans le débat public là. Et même si toutes ces affaires, la plainte, saisine du CSA, etc., le fait d'assister en justice le commissaire de police, même si toutes ces affaires ont été reprises par son ancien associé Antoine Veil, alors que Moretti est passé garde des Sceaux. L'intérêt ne disparaît pas comme ça. L'intérêt de nature à compromettre son impartialité, c'est pas une veste ou une robe d'avocat qu'on met et puis qu'on enlève, d'accord ? Je dis ça parce que ça faisait partie des arguments de défense d'Éric Dupond-Moretti. Bon, ça ne change rien, parce que déjà, l'intérêt peut être moral. C'est pas parce que t'as retiré ta plainte que t'as plus d'intérêt moral, c'est pas parce qu'il y a plus un intérêt judiciaire qu'il y a plus l'intérêt moral. Tu gardes un intérêt moral du fait de l'opposition très marquée qui a existé. Et ensuite, parce que c'est son ancien associé, il le connaît. C'est une relation personnelle. Voilà pour ce premier volet. Mais ça ne s'arrête pas là. On l'a dit, plusieurs prises illégales d'intérêt sont reprochées à Éric Dupond-Moretti. Et il en reste encore 3 dans un deuxième volet. On va faire un seul paquet avec les 3 prises illégales d'intérêt suivantes. Elles sont très liées. Dans un deuxième volet, Dupond-Moretti est accusé, toujours en tant que garde des Sceaux, d'avoir lancé des enquêtes administratives à l'encontre de 3 magistrats du parquet national financier pour des faits qui ont à voir avec une enquête préliminaire qui a eu lieu dans l'affaire Bismuth concernant Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog. Jusque-là, pas de souci. Peut-être qu'il y a 3 magistrats du parquet national financier qui ont eu des agissements pas corrects et ils méritent un petit peu qu'on enquête un petit peu sur eux. Le souci, c'est que l'enquête administrative, elle concerne donc l'affaire Bismuth, et précisément l'enquête 306 de l'affaire Bismuth, qui avait notamment pour objet de se procurer les fadettes, les factures détaillées d'Éric Dupond-Moretti. C'est un petit peu gros, là. Éric Dupond-Moretti était visé par l'enquête 306. Et donc derrière, une fois qu'il est devenu garde des Sceaux, il va dire « On va lancer une enquête administrative à l'encontre de 3 des magistrats qui ont été impliqués, voire même décisionnaires, dans cette enquête 306. » Parce que les magistrats, dans une enquête, ils sont décisionnaires. En fait, il n'y a même pas besoin de détailler l'intérêt de nature à compromettre l'impartialité, il est évident. En plus de ça, Éric Dupond-Moretti s'était emporté sur une myriade de médias. On est chez les dingues. Bon, j'arrête de suite d'essayer d'imiter Éric Dupond-Moretti. C'était nul. Je l'imite très mal. Il avait déclaré « On est chez les dingues, c'est une enquête de barbouzarde, menée par une clique de juges qui s'autorisent tout et qui représente un vrai danger pour la démocratie. » Et il avait déposé plainte contre X à cette occasion. Monsieur Dupond-Moretti, on peut plus rien faire pour vous, là. Vraiment. Bon, voilà, vous avez compris. Là, il y a un intérêt personnel évident. Il fait partie de l'affaire. Il a porté plainte dans le cadre de cette affaire. Il ne peut pas arriver derrière en disant « Bon, maintenant que j'ai le pouvoir, je vais lancer des enquêtes administratives concernant cette affaire-là. » On ne fait pas ça, monsieur Dupond-Moretti. Ok. À la suite de cette plainte qu'il a déposée, la ministre de la Justice de l'époque avait lancé une inspection sur le fonctionnement du PNF, qui s'est soldée par un rapport dont c'est Éric Dupond-Moretti qui a eu connaissance, puisqu'entre-temps, il était devenu garde des Sceaux. Et c'est en conséquence de ce rapport qu'il a lancé une enquête administrative à l'encontre de 2 des magistrats qui avaient pris part à l'enquête 306 et l'ancienne chef du parquet financier. Je vous précise cette inspection parce que vous allez voir ensuite dans la défense, et c'est volontaire, faut pas s'y méprendre. Éric Dupond-Moretti est compétent en droit pénal et ses avocats aussi. Dans la défense, il est un petit peu fait la confusion entre l'inspection qui a été lancée par Nicole Belloubet et les enquêtes administratives qui ont été lancées en conséquence par Éric Dupond-Moretti. Justement, venons-en. La défense d'Éric Dupond-Moretti. Les arguments globaux de défense sont connus, ils sont beaucoup ressortis dans les médias, et notamment les arguments, je les ai récupérés principalement dans un article de Dalloz Actualité. Bon, j'ai plus le nom en tête, je vous le mettrai. Je vous le mettrai si jamais ça vous intéresse. Vous pourrez aller voir en échange d'un petit abonnement à 43 milliards d'euros par mois chez Dalloz Actualité. C'est pas vrai, je rigole. Merci Dalloz, font un travail incroyable. Ce n'est pas un regret d'être abonné à Dalloz.
Bon, c'est bon. L'OP pour Dalloz est terminé. Bon, le camp Dupond-Moretti, leur défense, en fait, il y a des trucs qui collent pas. Ils commencent leur défense en expliquant très bien ce que c'est un délit de prise illégale d'intérêt. Mais d'un autre côté, ils vont défendre EDM pratiquement qu'en donnant des arguments qui n'ont rien à voir avec les éléments constitutifs de la prise illégale d'intérêt, des arguments à côté de la plaque. Et ils vont un peu tout mélanger. Ils vont défendre EDM en disant que c'est un homme parfaitement honnête, rempli de qualité, que de toute manière, les enquêtes dont il était à l'origine n'avaient pas d'effet sur la vie et la carrière des magistrats. Un argument de défense consistait à dire que les enquêtes ne faisaient pas grief. En fait, on s'en fout. On s'en fout de tout ça. Et ils ne peuvent pas ne pas savoir qu'on s'en fout. Ils ont très bien expliqué ce qu'était le délit de prise illégale d'intérêt. Il s'est mis dans la situation où il a pris une décision alors qu'il y avait un intérêt de nature à compromettre son impartialité. Voilà, c'est tout ce qui compte. Donc, en réalité, ils ont été très peu juridiques et dans le fond du problème, dans leur démonstration, la défense. Ils parlent d'une absence d'intention de se venger, du fait que, en fait, les invectives d'Éric Dupond-Moretti dans les médias, ça visait même pas les magistrats du PNF, que en réalité, Moretti, dans sa carrière d'avocat, il a été très peu amené à rencontrer les magistrats du PNF, et que donc, en gros, il avait d'autres chats à fouetter que de se venger de magistrats. Bon, tout ça, on s'en fout. C'est pas ça le problème. Et il mélange tout. Et c'est volontaire, hein. Encore une fois. Je vais vous l'expliquer après pourquoi. Beaucoup aussi, on parle du mobile de vengeance, ou plutôt, dans ce cas-là, de l'absence de mobile de vengeance. Bon, en gros, quand on commence à défendre sur le mobile, il faut savoir que le mobile est indifférent en termes de responsabilité pénale, hein, d'accord ? Donc quand on commence à défendre son client sur le mobile, quand on plaide l'absence de mobile, bon, c'est que la matérialité des faits est un peu accablante et que bon, on n'a rien d'autre à défendre, hein. Non mais, pourquoi mon client aurait fait ça, mon Dieu ? Il n'avait aucune raison de le faire. Bon, voilà. Ou encore, ils reviennent sur des arguments relatifs au fait qu'une guerre était déclarée par les magistrats pour faire tomber Moretti. Bon, c'est vrai en fait tout ça. Je suis désolé, c'est assez vrai en fait, hein. Je pense sincèrement que beaucoup de magistrats ont mené une guerre pour faire démissionner ou pour faire virer Dupond-Moretti, mais encore une fois, on se fiche de tout ça. Tout ce qui compte, c'est qu'il a pris des décisions tout en ayant des intérêts de nature à compromettre son impartialité. Monsieur Dupond-Moretti, vous êtes un martyr, les magistrats ont été mauvais avec vous, ils ont cherché à vous abattre, mais on s'en fout, vous n'auriez pas dû prendre ces décisions, vous auriez dû vous déporter. Voilà, je pense que la défense a un peu volontairement tout mélangé, utilisé des arguments de mobile, de personnalité, mais posez-vous la question, à qui profite le crime ? Bref, tout sauf le fond du problème, pour en tirer des conclusions sur le fond du problème. Je sais très bien pourquoi ils ont fait ça. En fait, la Cour de justice de la République, c'est c'est un truc, on sait pas comment ça tient en place. La Cour de justice de la République, c'est une juridiction chargée de connaître certainement des affaires les plus complexes et techniques. Surtout, c'est technique en fait. Souvent, en plus, c'est du pénal des affaires. Donc, bref. Et on fait quoi là-dedans ? Normalement, dans le jury, on met que des magistrats hyper déter qui poussent 200 kilos au développé couché, quoi. Non. Le jury de la Cour de justice de la République est composé de seulement 3 magistrats professionnels et de 12 parlementaires. Bon, on se doute bien que le jury, dans sa majorité, n'y pipe rien en prise d'illégal d'intérêt. On peut pas en vouloir, on peut pas le reprocher non plus aux avocats de EDM et à la défense, hein. C'est des avocats, c'est leur travail. On leur a mis un jury qui présente des failles évidentes. Bon, ils sont avocats, et ben ils font leur travail, ils exploitent ces failles, ils savent qu'ils y comprennent rien, ils vont leur sortir les arguments qu'ils comprennent. Surtout qu'à l'inverse, s'ils avaient été hyper techniques, le jury, vu que c'est des parlementaires et qu'ils y connaissent rien en pénal des affaires, ils auraient pas été sensibles à cette argumentation, et ben ils auraient condamné Éric Dupond-Moretti, alors que ça se trouve, il le méritait pas. Bon, voilà. Le souci, c'est pas les avocats, c'est la Cour de justice de la République. Cette juridiction, c'est n'importe quoi. On se retrouve avec les mêmes problématiques que dans les jurys de cour d'assises, avec des jurys non professionnels, sauf que là, les jurys non professionnels, bon, c'est des parlementaires, c'est des hommes politiques bien retors, et les magistrats, ils peuvent pas les guider vers la décision idéale comme ils le feraient en cour d'assises avec des citoyens normaux, quoi. En plus, des parlementaires pour juger des ministres, il y a un souci là. Il y a un souci de séparation des pouvoirs. En plus,
quand on sait qu'un certain nombre d'entre eux, je parle pas pour les parlementaires là qui étaient dans le jury, je ne vise personne personnellement, mais bon, assez souvent, les parlementaires, les hommes politiques, qui trempent dans des affaires un peu douteuses en termes de probité, on peut imaginer que si ils sont convoqués pour juger quelqu'un à propos d'une infraction de probité, ils vont pas vouloir initier une jurisprudence qui pourrait se retourner contre eux à l'avenir. Donc oui, cette institution, chaque décision qu'elle rend, elle creuse un peu plus sa tombe, et cette décision ne déroge pas à la règle. La Cour de justice de la République nous a montré une fois de plus la nécessité de sa propre suppression. Alors parlons-en justement de la décision de la Cour de justice de la République. La CJR, dans sa décision, elle qualifie tout à fait l'élément matériel de l'infraction. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, elle est d'accord avec. Elle est d'accord. Elle considère qu'effectivement, Éric Dupond-Moretti avait bien un intérêt de nature à compromettre son impartialité dans une opération dont il avait la surveillance. Et oui, la CJR considère Éric Dupond-Moretti comme ayant matériellement commis l'infraction. EDM s'est bien gardé de le dire ça dans les médias. Mais c'est normal en fait, c'est normal que Éric Dupond-Moretti n'ait pas tout dit parce que la décision, vous allez le voir, elle est si ridicule qu'il pouvait pas brandir sa relaxe en ressortant mot pour mot les motivations de la Cour de justice. Donc, la Cour de justice vient nous expliquer que l'élément matériel a bien été consommé. Mais alors, vous allez me dire, comment elle s'y prend pour en arriver à la décision, à la fin, de le relaxer ? Naïf que vous êtes, vous avez oublié ce que la CJR n'a pas oublié. En plus de l'élément matériel, la prise illégale d'intérêt doit avoir été effectuée intentionnellement. Oui, vous sentez venir l'entourloupe, vous sentez venir le culot de la Cour de justice, quoi. Elle vient donc nous expliquer que l'élément moral, l'intention, n'est pas caractérisé, et que pour ça, il faut relaxer Éric Dupond-Moretti. Et pour appuyer cette position, elle pose notamment que la HATVP, qui est une autorité chargée de contrôler les conflits d'intérêts des membres du gouvernement, ne l'avait pas prévenu du risque de conflit d'intérêts. En gros, la CJR semble, et je dis bien semble, parce que, encore une fois, l'argumentation sur l'élément moral est si embrouillée, on sait pas trop où elle veut en venir, mais c'est normal en fait que ce soit embrouillé, parce que pour sortir une décision de relax, dans ce cas-là, t'es obligé d'embrouiller tout le monde, de pas être très clair. Donc la Cour de justice semble poser dans ses motivations une erreur sur le droit, pour appuyer l'absence d'élément moral, l'absence d'intention. Encore une fois, le culot. Éric Dupond-Moretti, une erreur de droit. Donc pour résumer, ce qu'on nous dit, c'est qu'Éric Dupond-Moretti ne pouvait avoir l'intention de commettre l'infraction parce qu'il ne savait pas et que personne ne lui a dit que c'était interdit ce qu'il faisait. C'est ridicule en fait. Oui, c'est ridicule. L'argumentation est ridicule, la décision est ridicule. On est dans l'absurde. Et bien évidemment, on nous ajoute aussi à la fin de la décision, histoire de mélanger un peu le débat sur élément matériel et élément moral, que DM avait retiré sa plainte de sa propre initiative et qu'il n'avait fait preuve d'aucune animosité, mépris ou désir de vengeance. Là, je cite la décision. À l'encontre des magistrats. On est dans l'absurde et Éric Dupond-Moretti le sait aussi, parce qu'il reste quand même bien discret sur la décision. On a connu un Éric Dupond-Moretti, avocat, qui n'hésite pas à aller expliquer les décisions qui ont été rendues dans les affaires dont il avait la charge, qui n'hésitait pas à aller les expliquer dans les médias aux journalistes et à qui il voulait bien l'entendre. Là, il est resté bien discret, et donc quand il est venu s'expliquer dans les médias, il a expliqué qu'il était bien innocent, que la Cour de justice l'avait relaxé parce qu'il n'y avait pas d'intention de se venger. Bon, là encore, ça alimente la confusion générale. À aucun moment, il faut avoir la volonté de se venger pour se rendre auteur d'une prise illégale d'intérêt. Et en fait, c'est normal, parce que la décision est tellement ridicule que on voit mal Éric Dupond-Moretti venir énoncer la motivation précise et entière de la Cour sur les plateaux télé. On le voit mal venir dire « Oui, la Cour de justice a dit que j'ai commis tous les faits qui constituent matériellement l'infraction, mais j'étais pas au courant. J'étais pas au courant que ce que je faisais, c'était interdit parce qu'on me l'a pas dit. » Il allait pas venir sur les médias pour dire ça, et donc c'est pour ça qu'il est resté bien discret en rajoutant sa petite dose de confusion en parlant de volonté de se venger. Voilà. Et puis, il est compliqué pour qui que ce soit de venir dire que Éric Dupond-Moretti n'avait pas conscience du fait que ce qu'il faisait était une prise illégale d'intérêt. Encore une fois, il était avocat pénaliste avant. Les infractions pénales, il a étudié et travaillé sur ça toute sa vie. Il a plaidé dans des dossiers de prise illégale d'intérêt. On rappelle qu'il était l'avocat de Balkany. Pour avoir été l'avocat de Balkany, en fait, il pourra jamais sortir sur quelque infraction de probité que ce soit qu'il savait pas. Parce qu'avec Balkany, bon, il a vu toutes les infractions de probité qui
qui était possible. Bref, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour démontrer l'absurdité de cette décision. Mais c'est quand même une décision énervante en fait. Je comprends tout à fait qu'on veuille pas mettre Éric Dupond-Moretti dans la merde, désolé du mot, parce qu'en fin de compte, c'est vrai que tout ça, c'est une guéguerre d'ego entre d'un côté Dupond-Moretti et d'un autre côté les magistrats. Et puis oui, peut-être que ces décisions étaient pas du tout le fruit d'une vengeance. Et puis en plus, c'est vrai, ça semble être le cas. Dans le volet du PNF, Éric Dupond-Moretti prend des décisions d'enquête administrative à l'encontre de magistrats qui ont été signalés dans l'inspection préalable qui a été lancée par Belloubet. Je crois sincèrement qu'Éric Dupond-Moretti a essayé de faire la part des choses entre les conflits qu'il pouvait avoir avec un certain nombre de magistrats et sa mission de garde des Sceaux. Mais dans ce cas-là, déclarez-le coupable et ne lui mettez qu'une très faible peine, une peine ridicule. Ne lui mettez qu'une faible amende. Ne prononcez pas d'emprisonnement, même pas de sursis, pas de peine complémentaire. Ça relève de la personnalisation des peines et personne n'aura rien à dire là-dessus. Il y avait plein de possibilités pour ne pas mettre Éric Dupond-Moretti dans l'embarras, mais la relaxe, c'est aller trop loin. On pouvait pas relaxer dans cette affaire. C'est ne pas respecter le droit pénal. C'est ne pas respecter le principe de la légalité. Ça va dans le sens de l'affaiblissement du droit pénal. Ce délit de prise illégale d'intérêt, en fait, il est pas là pour rien. Il est pas là pour faire chier, il est là pour des raisons. Quand on est agent public, quand on est dépositaire de l'autorité publique, on a un rôle dans la société qui est tout sauf anodin. Ils doivent avoir la main qui tremble quand ils rendent leurs décisions. Et en plus, et désolé des mots encore une fois, mais cette décision, c'est un crachat à la gueule de tous ces petits maires ou autres élus. Je dis pas petits maires pour être dénigrant. Ces fonctionnaires, ces agents publics qui pour des faits similaires, eux ne sont pas relaxés. Et parfois, ils se font parater aussi. Juste parce qu'ils n'ont pas le privilège d'être jugés par la Cour de justice de la République. C'est une rupture d'égalité terrible. Terrible. Pour la suite de l'affaire, il n'y a pas eu de pourvoi en cassation de la part du ministère public. C'est regrettable. On comprend cette décision. De ce que j'ai pu lire, le ministère public semble vouloir apaiser la situation. Mais en fait, je suis désolé, il faut aller jusqu'au bout. Une fois qu'on a engagé les poursuites, tu peux pas venir dire « Ah, en fait, on est allé trop loin. On veut pas se pourvoir en cassation. » Tu dois aller jusqu'au bout. Si tu voulais apaiser les tensions, que ce soit pas délétère, il fallait pas engager les poursuites dès le départ. Maintenant que c'est fait, ta conscience devrait te dire aussi de ne pas laisser une telle décision à l'air libre comme ça, voilà. Maintenant, c'est une décision qui va pouvoir être citée comme jurisprudence, voilà. Voilà pour conclure. Pour toutes ces raisons, cette décision est une mauvaise décision. C'est regrettable qu'il n'y ait pas de pourvoi en cassation. J'espère que cette CJR sera supprimée. Cette vidéo, c'est un petit peu un cri de colère, un appel à supprimer la Cour de justice de la République. Et une marque de déception, en fait. Abonnez-vous à cette chaîne, à une prochaine vidéo. Au revoir.